plan de service à la personne en 2005, c'est lui. Le plan banlieue en 2003, c'est lui. Le Grenelle de l'environnement en 2007, c'est lui. Bienvenue Jean-Louis Borloo. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de la Fédération des services à la personne. Nous sommes très désireux de connaître votre avis sur ce secteur-là en 2021 et pour les prochaines années. Vous qui avez lancé cette fameuse loi en 2005, je rappelle le chèque emploi-service, l'allègement des charges sociales pour les particuliers employeurs et puis la création de cette Agence nationale des services à la personne. Depuis le 1er janvier, nous avons la fameuse 5e branche de la sécurité sociale sur l'autonomie. Et Marianne Monchamp, bonjour. C'est vous qui présidez cette Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Nous vous entendrons sur son organisation, sur son financement, sur l'accompagnement de cette branche aussi pour les services à la personne et à domicile. Je rappelle que vous avez été secrétaire d'État chargé des solidarités et de la cohésion sociale, c'était de 2010 à 2012, et secrétaire d'État chargé des personnes handicapées de 2004 à 2005. Merci à vous deux d'être là. Alors on va commencer par un petit coup de rétroviseur. On est en 2005, Jean-Louis Borloo. Vous mettez au point cette loi sur les services à la personne, entrée en vigueur en 2006. Quel bilan vous faites aujourd'hui de cette loi qui porte votre nom? Bien près, s'il vous plaît. Oui. D'abord, merci de votre aimable invitation. Ça me replonge toujours avec joie dans ce que je crois être le tissu le plus important de notre cohésion sociale. J'ai adoré m'occuper de ça à l'époque. Je vous jure, absolument adoré. Alors en fait, cette histoire est assez simple. Un jour, il y a une dame assez extraordinaire, une chercheuse, qui vient me voir et qui me dit, mais un peu confuse parce qu'elle avait eu un drame personnel, accident de voiture, mari et enfant décédés, un grand chercheur, qui me dit, vous savez, dans notre civilisation, on va rentrer dans un moment où une paire de chaussures en plus sera moins important qu'une heure ou 2 heures ou 3 heures de bonheur ou de confort en plus. C'est bête comme phrase, mais ça m'a beaucoup fait réfléchir, passer des heures et des heures. Elle m'a expliqué qu'on allait rentrer dans la civilisation de l'usage, moins de la propriété. On le voit en matière de tous les usages d'ailleurs. Et l'idée qu'il y a un point faible dans notre dispositif, c'est le soutien, c'est le confort, c'est l'accompagnement de toute nature. Elle me dit, pour l'instant, c'était un petit moment de ça, hein. Pour l'instant, en gros, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est ou des petits boulots, ou un avantage fiscal pour la grande bourgeoisie. Alors, il y a déjà des métiers qui sont développés grâce aux conseils généraux, on appelait ça comme ça à l'époque. Bon, bien sûr, ce secteur existait. Mais dans l'effort de la nation, c'était comme ça. Et je me suis dit, mais effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir, de manière populaire et massive, augmenter cette offre à ceux qui en ont vraiment besoin, qui ne sont pas forcément les plus monétisés. Alors, il y a plein de trucs qui émergent à ce moment-là. Le temps de travail, pas complètement compté parce que c'est fragmenté, parce que y a une mission à 9 heures, une autre à 13 heures, le temps de trajet, tout ce qui fait la fragmentation d'un métier qui fait que c'est affreusement difficile. Et donc, la première idée, c'est il faut trouver des solutions, des plateformes, enfin quelque chose qui permettent d'aller le plus loin possible au temps, sinon plein, en tous les cas, complet dans les heures de travail. Et puis, augmenter un nombre de sécurité, de formation professionnelle, de multiplication des compétences, des formations, parce que... Et découvrant un peu ce métier, je me suis rendu compte que c'était un métier qui était incroyable parce que la responsabilité de quelqu'un qui est seul avec quelqu'un, on va dire, un peu plus vulnérable que soi-même.
quand même un drôle de truc. Hein. Je veux dire, c'est quand même plus facile de construire le pont de Tancarville que de prêter la main à quelqu'un dans les services à la personne. Et ce qui est terrible, c'est que c'était fait par des gens qui avaient une activité épuisante, fragmentée, mal payée, pas de grande garantie, alors que c'était eux qui étaient le plus en autonomie et en proximité avec des gens qui étaient censés être plus fragiles qu'eux, alors qu'ils étaient eux-mêmes dans une forme de précarité. Et puis après, quand on s'est dit, ben voilà, il faut que le coût horaire de ça devienne populaire. Donc les dispositifs, comment monétiser. On avait découvert que dans les groupes du CAC 40, 17% du temps passé par les femmes consistait à gérer la PME familiale dans toutes ses contraintes, toutes ses aspérités, toutes ses difficultés. Tout le budget familial très complexe. Oui. Et donc une mobilisation des grands patrons, qui était confié à Henri Lachmann à l'époque, pour dire, voilà, il faut absolument que les boîtes... Alors on a mis en place des modes de financement, le CESU, le machin, des fiscalisations dans les boîtes, un pour un, enfin bref, une énorme machine, mais on savait bien que c'était compliqué et qu'on allait forcément se tromper. Puisque en plus c'est complètement évolutif, vous ne pouvez pas taper juste du premier coup, d'où l'idée d'avoir une toute petite cellule qu'on appelait l'Agence nationale des services à la personne, pour, avec les fédérations, en permanence suivre, s'adapter. Là, on est allé trop loin, pas assez loin, ça on l'a pas vu, ça on l'a pas bien fait. C'est de l'adaptation permanente de tout ça. Donc c'est ça l'histoire. Et je me souviens de moments, c'était rue de Grenelle, où il y avait à la fois vous tous, les grandes fédérations, les grands acteurs sociaux, les syndicats, mais tout le patronat, emmené par Pierre Bellon qui lançait, par les tickets restaurants, le CESU. Il y avait même eu un débat à la Banque de France en disant, mais attention, il est en train de nous créer une nouvelle masse monétaire qui ne rentre pas dans nos agrégats, je vous jure. Et donc c'était un moment assez formidable. Alors, ça évidemment, comme toujours, dans ces grandes impulsions, parce que la France, elle est comme ça. Elle laisse filer un truc, on fait des petits... Puis de temps en temps, il y a un mouvement qui se fait. Voilà. Et là, c'est génial parce que alors, tout le monde joue le jeu. Alors, tout le monde. Et je me souviens d'un truc, c'est la presse, j'y arrivais pas. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils disaient, les journalistes? En gros, c'était les petits boulots de Martine Aubry. Hein, c'était ça ce qu'on disait à l'époque. Et alors, vous savez comment je les ai baisés? Non, dites-nous. Je vais dire. Il y avait un type formidable, qui s'appelait Arnaud Puyfontaine, qui dirigeait, je ne sais plus quel groupe, anglais, MAP, je crois, ou italien, je ne sais plus, qui avait 60% des magazines féminins. Mais alors, il avait tout, quoi. Et donc, il avait invité, on avait invité à déjeuner, c'est que des patronnes. Hein. Il n'y a pas de parité, il n'y a pas de rédacteur en chef de Marie-Claire. Enfin, peut-être que maintenant ça existe. C'est des déjeuners sympathiques, alors j'imagine. C'était génial. Et j'aurais dit, les filles, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est quand même un truc qui fait du bien aux femmes. On vous imagine ministre. Et c'est quand même un boulot qui va donner du boulot aux femmes. Donc normalement, on devrait faire affaire. Et elles m'ont mené une campagne qu'on ringardisait tous ceux qui voulaient considérer que voilà, c'était pas à la hauteur d'eux. Et la campagne de presse, à l'époque, dans la presse féminine, a été extraordinaire. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, il y a eu un développement extrêmement puissant, mais comme toujours, ça n'a pas été inventé par le système. Petit à petit, le système, il a repris. Alors, ça va là, on a supprimé l'agence des services à la personne. Il y avait 11 personnes. On n'avait quand même pas grevé le budget de l'État. Bon. C'est en 2014. Non, très vite. La dissolution. Je ne sais plus. Enfin, bref, ils l'ont fait, quoi. Bon. Donc, déjà, tu as un signal qui n'est pas très sympa. Et puis, petit à petit... Alors, après, c'est quand même tout ça des pas noirs. Il s'est passé des choses. Ce matin, on a annoncé des choses. Il y a eu le crédit d'impôt à ZAP. Enfin, il y a plein de choses qui sont passées néanmoins. Mais ce sujet central de la cohésion sociale en économie circulaire, parce que, pardon, c'est un des seuls métiers qui est en économie quasi 100% c'est circulaire. Et quand on sait que la puissance de nos machines aujourd'hui amène de toute façon à un moment où la ressource va être rare, très très rare, de plus en plus rare,
et les déchets de plus en plus élevés, l'économie circulaire va être un sujet central. Donc, on peut apporter du confort, du soutien, de l'affection, résoudre des problèmes techniques, de numérique, d'électronique, de tas de choses, juste entre nous, petits êtres humains, dans un modèle économique rentable, puisqu'on a effondré le coût de l'heure en la rendant totalement efficace. Et moi, je suis sûr que dans un pays où 82% de la création d'emplois est dans les services en général, l'appel du monde des services et l'appel du monde des services à la personne dans la période qui s'ouvre, qui est toujours une période heureuse de débat, eh bien, de grâce, exprimez-vous, soyez collectifs, fédérez une presse qui peut comprendre, soyez des interpellants, soyez des leaders d'opinion et mettez à la toise tous les candidats raisonnables et sérieux à l'élection présidentielle. Qu'allez-vous faire pour nos femmes? Qu'allez-vous faire pour les services à la personne? Alors, votre objectif, ça a été de... Bravo. Votre objectif avait été de créer 500 000 emplois en 3 ans. Ça a été atteint un petit peu plus qu'en 3 ans, mais l'objectif était là. Point très positif. Et... Non. Dites-moi, sortez les chiffres. Non, l'objectif, ce n'était pas celui-là. L'objectif, c'était de doubler le temps de travail de ceux qui étaient déjà, d'en améliorer les conditions de travail et de monétiser le secteur. Accessoirement, en nouveaux emplois, mais d'abord, conforter ceux qui étaient déjà dans la filière. Alors la presse a retenu l'objectif à 5 ans, 500 000. Bon, mais c'est 3 ans, je ne sais plus. Bon. Ouais. Mais ça, c'est parce qu'on aime bien faire des punchlines, 3 phrases, un chiffre, comme ça, tu as l'impression d'avoir... Bon, ça n'a pas changé depuis 2005, alors. Mais non, rien n'a changé. Ça m'a plutôt probablement accéléré. Bon. Mais l'objectif, c'était d'abord de conforter ceux qui étaient déjà et qui étaient en très grande difficulté, en très grande souffrance. Je veux savoir, est-ce que vous avez un regret sur cette loi, quelque chose qui avait amélioré, qui est vraiment très important à vos yeux? Est-ce que j'ai un regret dans honnêtement, c'est trop vieux dans mon esprit pour vous dire sur un point probablement qu'il y a des choses sur lesquelles on a fait de l'impasse ou qu'on n'a pas vu. Mais non, le vrai regret, c'est qu'on ait perdu la petite instance paritaire de suivi total pour le compte des pouvoirs publics, votée par l'Assemblée nationale. On a d'ailleurs supprimé une agence décidée par le peuple français sans que le peuple français ait décidé de supprimer, dit en passant. Bon. Non, mais parce que dans l'action publique, elle est très compliquée, l'action publique. L'action publique, on ne fait rien tout seul. Quand on vous dit l'État va faire, mais l'État il ne fait rien sans les caisses, sans le paritaire, sans les régions, sans les départs. Bon. Donc il faut fédérer tout le monde. Et cette petite agence, elle avait vocation à être le point de projecteur pour voir tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on peut améliorer en faisant mieux avec moins cher. Enfin, c'est ça. Mon regret, c'est probablement de ne pas m'être ouvert les veines devant l'Assemblée nationale le jour où ils ont supprimé l'agence des services à la personne. Mais comme ce soir, c'est l'anniversaire d'un de mes enfants, je pense qu'il me remerciera de ne pas l'avoir fait. Voilà, effectivement, c'est beaucoup mieux comme ça. Transition tout trouvée, parce que cette table ronde, on l'a intitulée « De l'Agence nationale des services à la personne à la 5e branche de la sécurité sociale ». Et on va vous donner la parole. Marianne Monchamp, voici votre micro. Alors, 5e branche de la Sécu, dédiée à l'autonomie, à la dépendance, officiellement depuis le 1er janvier de cette année, 2021. Précisément, quelles sont vos missions, vos objectifs dans cette branche de la Sécu? Substantielle question. Alors, moi aussi, je dis merci de m'avoir donné la chance d'être des vôtres et de retrouver Jean-Louis Borloo, dont j'avais vu l'énergie se déployer autour de ce projet gigantesque et d'intérêt sociétal qu'on retrouve aujourd'hui avec la question de l'autonomie. Parce que quand, au détour de la crise Covid, je rappelle que c'était en août 2020, on était encore un peu secoué à l'époque, le législateur, voyant passer une fenêtre de financement pour 2024, s'est dit, et si on crée une 5e branche de sécurité sociale? Et si, au lieu de la dédier à la dépendance, ce qui était une tentation qui tenait la corde, on en faisait au fond un grand dessein collectif, celui de dire que dans la Sécu, désormais, il y a une grande préoccupation, c'est celle de la vie autonome de nos concitoyens,
alors peut-être qu'on aurait pu rendre quelque chose de vertueux à notre pays après la crise ou bien encore dans la crise Covid. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui avait vu le jour bien avant, en 2004, au lendemain d'une crise qui était une canicule, en général, on fait des grandes avancées en protection sociale après des grands cataclysmes. Ensuite, il y a un temps de maturité, on oublie un peu, on se perd un peu dans les limbes, et il arrive qu'une autre crise nous propulse. Et donc, cette caisse, effectivement, elle a vu le jour grâce à cette dotation budgétaire promise, et son rôle, c'est effectivement d'apporter des financements pour que la réponse à nos concitoyens qui avancent en âge, à nos concitoyens qui sont en situation de handicap, puisse arriver jusqu'à eux dans les territoires. Alors forcément, il faut qu'elle s'organise de manière un petit peu particulière. Comment allez-vous faire ? Parce qu'elle ne ressemble pas tout à fait à la CNAM, pour laquelle j'ai le plus grand respect, devant laquelle je m'incline tous les matins. Mais elle est d'une essence un peu différente, puisque sa gouvernance, pour utiliser des gros mots, son conseil réunit ce qu'on a pris l'habitude entre nous, et je vois certains qui siègent à ce conseil qui sont présents parmi nous ce soir, ce conseil donc est la réunion des parties prenantes. Ce conseil qui pilote, qui gouverne la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, il met autour de la même table l'État, les représentants de l'État dans toute leur diversité, les représentants des organisations syndicales, mais aussi les représentants des personnes et des professionnels qui les accompagnent dans le champ du handicap et dans le champ de l'âge, et pour couronner le tout, les représentants des territoires, parce qu'en effet, Jean-Louis, tu l'as dit plusieurs fois dans ton propos tout à l'heure, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose en cette matière. Et si l'on n'est pas capable, autour de cette table, de construire des réponses en accord, au fond, avec ceux qui, dans les territoires de la République, les conseils départementaux, sont en charge de ces politiques, qui sont des politiques partagées. Ça dérange parfois un peu aux entournures. On aimerait mieux avoir le sentiment qu'on a complètement le manche pour piloter l'autonomie. La vérité, c'est que ce n'est pas ça. Et quand on veut franchir le dernier kilomètre et arriver jusqu'à la personne, il y a une kyrielle de gens sur lesquels on n'a pas une autorité directe, mais qui doivent consentir à se situer, au fond, dans le même élan, dans la même vision, pour trouver des solutions. Et d'une certaine façon, c'est un peu une filiation logique avec ce que tu as porté. J'ai envie de dire, c'est la même méthode. Et notre danger, notre risque, c'est le même. C'est qu'une vision parfois trop centralisatrice ou trop technocratique ne vienne assécher ce grand dessein de la protection sociale. Et les annonces du gouvernement, celles du Premier ministre ce matin, nous remplissent de joie parce qu'on voit un horizon de financement se dessiner. Mais nous savons que si, avec le financement, nous ne définissons pas la méthode, si nous ne nous rapprochons pas des conseils départementaux, si nous n'arrivons pas à penser tout le secteur du domicile comme un secteur économique à part entière, alors peut-être ces avancées qui sont considérables et qu'il faut saluer ne produiront pas tous les effets qu'on aimerait qu'ils produisent. Donc une innovation très importante, et après je la boucle, mais ce que j'appelle de mes voeux, c'est que si vous voulez, à travers l'élection présidentielle qui viennent, ce dessin de la vie autonome pour tous devienne vraiment un mantra de la protection sociale contemporaine. Les Français ont envie de décider pour eux-mêmes. Ils nous le disent sur tous les sondages d'opinion quand on leur pose la question. On va en parler cette caisse, elle est pour eux. Et on va parler justement tout à l'heure des enjeux de la campagne présidentielle. Gardez le micro, j'ai une petite question quand même sur les missions, les choix que vous allez faire. J'imagine que vous n'avez pas un budget illimité. Votre budget d'ailleurs, il est de 32 milliards d'euros, 32 milliards. Avec effectivement une rallonge qui est déjà prévue en 2014, avec un fléchage de CSG à hauteur de 2,5 milliards. Et puis les annonces qui viennent de tomber, que moi j'ai entendues en plus. Oui, il y a le tarif national socle, on vous demande de financer 260 millions d'euros via cette branche, mais il va y avoir des arbitrages à faire certainement. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises travaillent dans le secteur de l'autonomie. Est-ce que vous allez rendre des arbitrages en faveur des services à la personne et des services à la domicile, au détriment de quoi? Comment est-ce que vous allez choisir ce que vous allez financer? Notre fonction en tant que Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie n'est pas de rendre des arbitrages, mais d'appliquer des politiques publiques. Et la commande qui nous est faite par le gouvernement, c'est au fond de trouver les meilleures modalités de mobilisation de ces financements supplémentaires pour qu'ils atteignent de manière équitable leur
objet. Et dans le champ du domicile et de ce secteur économique qui est le secteur du domicile, il nous faut résoudre plusieurs problèmes. Il y a une très forte disparité territoriale. On est aide à domicile ici, on est aide à domicile là, on ne bénéficie pas du même tarif et donc on ne bénéficie pas de la même rémunération. Et ça, c'est évidemment extrêmement problématique au point que ce secteur peut à certains égards apparaître sinistré, on peine à recruter et il faut quand même que nous soyons conscients du fait que nous avons intérêt à nous y préparer dès à présent parce que nous sommes dans une période de choc démographique et que si nous ne sommes pas au rendez-vous en 2030, là pour le coup il y aura de la tension. Et cette aspiration à vieillir chez soi, à vivre à domicile, eh bien nous ne pourrons pas la satisfaire n'importe comment en claquant dans les doigts au motif qu'on aura décidé qu'il faut le faire. Donc nous, notre propos, c'est d'arriver, si vous voulez, à répartir ces financements de la manière la plus rigoureuse possible, la plus opposable possible, la plus transparente possible, dans le meilleur niveau de concertation, avec des réseaux qui sont les nôtres, qui ne sont pas des réseaux sur lesquels nous avons une autorité, mais avec lesquels nous devons négocier, concerter et trouver des voies de solution. Jean-Louis Borloo, votre réaction à cette création de cette 5e branche, vous déploriez la disparition de l'agence que vous aviez créée. Là, on voit que l'État se structure, s'organise avec cette 5e branche de la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un petit micro, s'il vous plaît. Non, rien, parce que comme c'est Marine qui pilote, je sais que c'est bien fait, donc je vais pas regarder. Vous avez c'est ça. Super, vous avez la confiance de Jean-Louis Borloo. Il faut aller regarder les trucs qu'on peut améliorer. Là. Bon. Non, en fait, je n'ai pas compris d'où venait le financement, moi. On allait le voir, justement. C'est quoi? C'est du financement nouveau, complémentaire, sur quelles ressources? Alors, sur les mesures nouvelles, on va attendre la commission des comptes de la Sécu pour savoir comment tout ça va s'établir. Mais aujourd'hui, le financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, c'est une très grosse partie de CSG qui est affectée. Voilà. Et puis, elle pourrait augmenter la CSG? Pardon? Elle pourrait augmenter la CSG pour financer? C'est un débat qui nous échappe, même si le Conseil de la CNSA, dans sa grande sagesse, a réfléchi à ce que pourrait être une trajectoire de financement pour être capable de financer les besoins d'accompagnement de la vie autonome de nos concitoyens à horizon 2030. Mais si on part là-dessus, ça risque d'être un peu long. En fait, nous, on s'est prononcé en disant qu'il nous apparaissait. Tout le monde n'était pas d'accord, et je sais qu'effectivement, autour de la table du Conseil, ça a entraîné un débat. Mais il nous est apparu qu'on ne pouvait pas accroître les charges sur le travail, ça ne paraissait pas très sorcier que de dire ça, et les évolutions que le gouvernement a portées depuis son entrée en fonction sur les ressources de la sécurité sociale nous ont inspirés pour imaginer ce que pouvait être un modèle de financement avec une trajectoire de financement pour être à maturité en 2030. Alors, il y a et des ressources propres. Des ressources propres. Et des ressources propres qui datent de la CNSA historique et qui continuent effectivement de financer une partie du budget de la CNSA. Il y a d'autres pistes, une journée chômée supplémentaire, taxe sur héritage. Est-ce que c'est des pistes que vous envisagez? Ça fait débat. On peut très vite se lancer des noms d'oiseaux dans les dîners en ville sur ces sujets, parce que évidemment tout ça mérite le débat, est conflictuel parfois. La journée de solidarité, ça finit par être l'équivalent d'une charge sur le travail, donc nous n'y étions pas favorables, même si nous sommes très heureux d'avoir la journée de solidarité qui a permis la création historique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mais en rajouter, ce ne serait peut-être pas très raisonnable. Pour dire le vrai, l'avis que le Conseil a rendu et qu'il a adopté se réfère bien plutôt à un fléchage, vous voyez, d'une fraction de CSG qui permettrait effectivement d'obtenir cette trajectoire de financement. Mais il ne faut pas se le cacher. On ne pourra pas tenir la promesse de l'autonomie sans se poser la question du financement. Clairement. Et nous devons nous la poser au niveau national, et évidemment les collectivités territoriales qui financent une part importante on leur demande déjà beaucoup aux départements, de ces politiques, se la posent aussi et doivent se la poser. C'est pour cela que ça nécessite un débat avec la nation, cette affaire-là. Alors Jean-Louis Borloo, vous avez entendu ces problématiques sur le financement de cette 5e branche de la Sécu. Pas d'avis, mais une question. Comment tu expliques que la journée de solidarité qu'avait lancée Raffarin ait été, si je m'en souviens, aussi mal perçue? Enfin, si on refait l'histoire. Parce que ça peut être intéressant pour la suite. Oui. Bon, déjà, il y a eu, comment dirais-je, enfin, une gaffe, c'est pas tout à fait ça, mais c'est qu'on avait voulu flécher
cette journée de solidarité sur une journée calendaire précise. Et ça, c'est confusant. Quand on dit que ça sera le lundi de Pentecôte, on n'était pas tout à fait mûr pour dire c'est cette journée-là et pas une autre. Ça, c'est la première chose. Et puis très rapidement, effectivement, le système, il a cherché à être neutre, en particulier dans les grandes entreprises, pour les salariés des grandes entreprises. Et donc la journée de solidarité, dans l'esprit, qui était philosophiquement un don que la nation faisait pour accompagner les plus âgés, les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes handicapées, parce qu'il y avait eu la canicule de 2003 et qu'on avait juste oublié les personnes chez elles et qu'elles en étaient mortes pour certaines d'entre elles, s'est transformé au fond en une forme de cotisation, journée de solidarité. Et donc on a un peu perdu le sens et on a un peu perdu l'histoire. C'était un bel élan et je pense que dans l'esprit, les Français l'avaient compris. Mais sur la facture même de la mise en œuvre, le fait que ce soit fléché, encore une fois, sur une journée particulière, qui était le lundi de Pentecôte, et 2, 3 autres éléments de ce type, a pu faire que ça a été mal compris. Enfin, il reste qu'aujourd'hui encore, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en tire un profit, et que cela permet, évidemment, de financer cette politique de l'autonomie. Il y a quand même un risque que les Français quand même mettent la main à la poche, le contribuable soit une fois de plus appelé pour financer l'autonomie de leurs personnes âgées. La protection sociale, ce sont les Français qui la font. Ils la font à travers un système de protection sociale et ils la font à travers leur choix personnel, chaque fois qu'ils décident à titre personnel de se faire aider, de se faire accompagner, et qu'ils y sont par ailleurs incités par la puissance publique, sous forme de crédit d'impôt, avec une sophistication que l'on ne peut que saluer pour leur permettre effectivement de bénéficier de réels avantages sur ce plan. La question, c'est est-ce qu'on est bien d'accord collectivement pour, considérer que le vieillissement est un sujet de société, que nous ne pouvons pas continuer de proposer à nos concitoyens d'aller sur le bord de la route dans des institutions, il faut le dire, souvent fermées, qui les laisse absolument, comment dirais-je, tétanisés à l'idée qu'un jour, ils pourraient s'y retrouver. Enfin, et encore une fois, disant cela, je veux souligner toute la qualité de dévouement des personnels, tout ce travail remarquable qui y est fait. Enfin, projetons-nous individuellement, demandons-nous notre propre avis sur nous-mêmes ou sur nos parents. A-t-on envie de finir ces jours dans un environnement collectif, déraciné souvent de l'endroit où on a vécu ? Et chaque fois qu'on a interrogé les Français, Agnès Buzyn l'a fait tout récemment, ça a été fait de manière récurrente, vous l'avez fait vous-même, la réponse, elle est unanime. Je veux vieillir chez moi. Parce que chez moi, et c'est ce que nous avons appelé l'approche domiciliaire, je suis un peu plus patron, maître de mon destin, que si je suis dans un environnement collectif où d'autres décident à ma place. Et à partir de là, je pense qu'on peut, dans un débat de société, se demander si la nation est prête, comme elle a été au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à financer la Sécu, enfin à créer la Sécu, eh bien, si cela vaut le coup, effectivement, de consentir un effort, le mieux réparti possible, le plus équitable possible, le plus indolore possible, mais pour financer l'avancée en âge. Moi, j'ai tendance à penser que c'est d'autant plus acceptable que derrière ces créateurs d'emplois, créateurs de richesses, que des personnels peuvent s'y épanouir. C'est pour ça que tous ces sujets sont complètement connexes. La performance du secteur économique du domicile, elle est complètement raccord avec cette idée d'un projet collectif de bien vieillir et de vieillir chez soi. Alors justement, on va faire un peu de prospective. On va parler de questions qui font débat et la campagne présidentielle s'ouvre. Effectivement, les Français vont beaucoup réfléchir, les candidats vont faire des propositions. En 2030, nous aurons 1,5 million de personnes âgées en perte d'autonomie. C'est le double par rapport à aujourd'hui. Jean-Louis Borloo, comment est-ce que vous imaginez l'habitat de demain pour les seniors, pour les personnes dépendantes? Qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui qu'on ne ferait pas assez encore? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour demain par rapport à quelque chose qu'on ne ferait pas assez aujourd'hui sur l'habitat? Sur l'habitat et sur l'urbanisme de proximité, de manière générale, moi je crois beaucoup à chez moi, c'est chez moi, mais je suis quand même pas tout seul. Voilà. Donc un système mixte qui est une autonomie du précaré, on est chez soi,
mais avec un système d'accompagnement dans des petites unités et si possible générationnel. Alors, il y a des difficultés. Il y a des difficultés médicales, il y a des difficultés de pathologie, mais je crois que la richesse que les anciens peuvent apporter à la jeunesse, comme la quille du bateau à la jeunesse de lancer les voiles, me paraît extrêmement important. Et qu'un peuple qui n'a pas d'histoire n'a pas d'avenir, et une jeunesse qui est trop déracinée de ses anciens est une jeunesse qui a une boussole un peu affaiblie. Donc moi je vois, mais c'est assez banal ce que je veux dire, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, c'est vraiment à Marianne de lui demander, elle, comment elle voit les choses. Mais vraiment en amateur pur, je vois un truc assez simple, des petites maisons avec des systèmes collectifs, des systèmes individuels et un mixage de générations. C'est ce qu'on appelle la société inclusive. C'est un terme que vous aimez, que vous adoptez? Il est difficile de dire qu'on est contre l'idée d'une société inclusive. Vivons ensemble, côtoyons-nous, conjuguons nos différences et effectivement, évitons les débats de fracture générationnelle. Enfin, ça n'a aucun sens. On ne va pas se demander si on soutient les jeunes ou si on soutient les vieux. Enfin, je veux dire, je crains que nous ne nous égarions sur ce chemin-là. En revanche, ce que je pense, c'est que, si vous voulez, il faut absolument, et c'est la vocation de tout ce secteur économique qui est celui du domicile, soutenir de nouveaux usages professionnels au service, on en parlait tout à l'heure en aparté, de ceux qui ne sont plus des usagers, mais qui sont de vrais bénéficiaires, et pour reprendre cette conversation qu'on avait en aparté, des clients. C'est-à-dire des gens qui ont le droit de choisir, des gens qui ont le droit d'exprimer des préférences. Alors après, l'environnement qu'on leur propose, on peut l'adapter, bien entendu. On peut même leur proposer de quitter leur chez-soi historique pour aller ailleurs, mais à la condition que dans cet ailleurs, leurs préférences soient entendues avec la même précision et la même acuité que dans le chez-soi d'origine. Et ça demande une vision sectorielle offensive. J'insiste, offensive. Moi, je pense que ça intéresse notre sujet, non seulement la question de l'autonomie, mais demain la question de la santé. Avec l'émergence des pathologies chroniques, avec ce qu'on appelle en santé les risques longs, on aura besoin du domicile, non pas pour faire du soin qui soigne, mais pour prendre soin. Et on ne peut pas imaginer soigner les gens en hospitalisation à domicile si vous n'avez pas le volet du prendre soin qui est associé à la réponse soignante. Il va donc falloir, sur ce chemin-là, se dire qu'en particulier dans le champ du domicile, on a les premiers acteurs de la prévention de l'avancée en âge, qui, sinon une aide à domicile, peut identifier qu'aujourd'hui, la personne est moins mobile, que sur le plan de son alimentation, elle est en train de se dénutrir, que son moral baisse. Qui peut le mieux diffuser les grands principes de l'OMS, vous savez, ce beau programme ICOP qui permet d'identifier très tôt les signes sur lesquels il faut investir pour éviter de perdre son autonomie et d'être moins mobile. Aujourd'hui, on patine là-dessus. On ne sait pas comment diffuser cela. Moi, j'ai la conviction que ce secteur de l'usage, secteur de la reconnaissance de la préférence de la personne, a un rôle décisif à jouer en protection sociale, intégrant aussi bien la question de l'autonomie que la question de la santé publique. C'est presque un peu vertigineux, le truc. Enfin, je pense qu'il va falloir s'y mettre très, très sérieusement. Je sais que vous le faites. Je sais que vous en êtes des militants. Mais si vous voulez, je pense que la puissance publique doit mesurer absolument l'importance de ce changement de regard, au fond, sur cette notion de l'accompagnement. Tu l'as pressenti, tu as créé les moyens de rendre cela familier des Français. Là, maintenant, je pense qu'il faut l'intégrer à une vision de la protection sociale.
vraiment, là, je suis devenu totalement néophyte. Mais j'ai une question. De manière très concrète et opérationnelle. Hein, tu dis la préférence, le choix, la préférence, entend. Certains peuvent au contraire avoir besoin d'un système très puissant, très collectif, très médicalisé, d'autres très maison de quartier allégée. Ça, j'entends bien. Qui est l'interlocuteur, au fond? C'est la commune, c'est le réseau associatif, c'est les deux. Tu vois, dans la vraie vie, dans ce secteur-là, qui voit les gens? Tu vois, comment on fait? Moi, je me souviens très très bien, qui était venu voir, on a fait 12 petites maisons de quartier, elles étaient illégales. C'était absolument affreux, mais enfin, personne ne nous a jamais vraiment engueulé. Elles existent toujours. Mais parce qu'il y avait voilà, une nana géniale à la mairie qui elle-même était machin, et puis a trouvé une maison. Je veux dire, opérationnellement, comment ça se passe? Moi, je suis pour le monde du vieux monde, donc je ne sais pas maintenant comment ça se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un point d'entrée simple et tout près. Ouais. Tout près. Qui permet, dès que la question de ma mère est tombée, ou j'ai peur chez moi le soir, d'engager un dialogue, un échange qui permet d'identifier ce que j'appelle les préférences, les aspirations de la personne. Quand l'aide à domicile est installée, parce qu'on a eu l'habitude de se faire accompagner pour élever ses enfants, ou bien dans une période de sa vie, l'aide à domicile peut être un interlocuteur de ce premier recours, dès lors qu'elle est capable de reboucler ensuite, bien sûr, sur le système de protection sociale. Très souvent, c'est dans la commune que ça peut se passer, et avec les services qui doivent être organisés pour recueillir les aspirations de la personne. Ça se passe dans la première visite, dans la première rencontre, ça se passe dans la vie de travail au quotidien de l'aide à domicile avec la personne accompagnée. Et ça, en fait, c'est une solution qu'il faut que nous imaginions. Dans le champ du handicap, on l'a un petit peu organisé, on l'a un petit peu structuré avec les maisons départementales des personnes handicapées. C'est devenu parfois des usines à gaz. La dimension administrative a pris tellement le pas qu'on a un peu perdu de vue l'esprit du législateur de 2005 autour du projet de la personne. Mais je pense qu'en tirant en quelque sorte un bilan de ce qu'on a vu qui fonctionnait et qui ne fonctionnait pas avec ces maisons départementales, on peut trouver l'occasion, au fond, de fabriquer ce point d'entrée très simple, à partir duquel la personne vient comme elle est, avec des questions dont elle ne se demandera pas si ce sont de mauvaises questions. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais élue, de gens qui arrivaient, enfin, comme tu as dû en voir un paquet dans ma permanence, en me disant « je veux une place en EHPAD ». Pourquoi les gens demandaient une place en EHPAD? Ils n'avaient absolument pas envie d'y aller. Mais c'est parce que c'était les mots qu'ils avaient pour dire un besoin qu'ils n'arrivaient pas à décrire. Et c'est là qu'on voit que la nature de l'offre, tu vois, elle permet, au fond, de recueillir ou pas le besoin de la personne. Quand on ne sait dire qu'EHPAD, la personne finit par demander une place en EHPAD. Quand on dit « je veux vivre chez moi », la solution est la réponse domiciliaire, alors on a la possibilité de recueillir cette demande et cette aspiration et d'organiser le service différemment. On pourrait imaginer que dans les 36 000 communes de France, 500 000 élus, il y ait pendant 6 mois un porte-à-porte chez tout le monde, recueillir par quartier, tranquillement, un échange assez long, assez construit, avec questionnaire, échange qualitatif, pour essayer de faire émerger ce qui n'est pas explicité, parce que les journées passent, c'est pas explicité, ça paraît de façon compliquée. Changer d'étape à un moment de sa vie, ça demande de l'énergie. Il faut connaître le point d'entrée, les faire. Est-ce qu'on pourrait imaginer, voilà, les 20 millions d'entretiens ou les 10 millions d'entretiens de la solidarité pilotés par les 500 élus français? Une nouvelle idée de Jean-Louis Borloo, toujours très concrète et pratique. Et on peut même imaginer que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les aide. Il y a aujourd'hui des campagnes d'information autour de mes parents vieillissent ou je vieillis, j'ai un problème particulier, et diffusées à des heures de grande écoute avec des petits dessins un peu sympas qui permettent de se poser les bonnes questions. Et on pourrait effectivement imaginer ce partenariat, mais il est absolument indispensable, à mon sens, d'aller vers.
Et d'ailleurs, j'observe qu'à la CNAM, pour l'assurance maladie, leur préoccupation aujourd'hui en santé, c'est également aller vers, pour qu'il y ait moins de trous dans la raquette. Toute la protection sociale doit apprendre à aller vers la personne, aller la trouver là où elle est, comme elle est, pour écouter ce qu'elle a à dire et configurer la réponse. Alors, il va y avoir davantage de financement public pour le secteur à domicile, on a bien compris. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir les grands groupes privés, EHPAD, vouloir investir aussi ce marché, donc à terme avoir peut-être 5 grands groupes comme ça qui, de l'EHPAD, passeraient aussi au secteur à domicile? C'est déjà demain, enfin. C'est déjà aujourd'hui? C'est ça, je pense que c'est déjà ça. Et j'ai presque envie de dire, c'est un moindre mal, ça. Il y a d'autres entrants qui peuvent être dans ce marché-là, qui peuvent être beaucoup plus violents, redoutables et déstabilisants sur le plan concurrentiel pour les acteurs du secteur. Ça peut être au détriment des indépendants comme ça? Ça peut être, comme dirait l'autre, bouleversifiant. Quand on voit que certains très très gros, comment dirais-je, acteurs multinationaux sont capables, eh bien, tout simplement d'imaginer un début d'offre en santé. Il n'y a qu'un pas pour imaginer que ce soit un début d'offre en prendre soin. C'est pour ça que je crois que là, très sérieusement, il faut se mettre en situation de prospective et penser secteur économique, avec ses risques, avec ses défis. Et il y a des mesures qui sont effectivement terriblement importantes pour le soutenir, et on en a parlé tout à l'heure, mais je crois que il faut que nous regardions la réalité en face. La dimension concurrentielle et l'évolution du modèle, il est à notre porte, et il arrive parfois qu'on soit étonné de voir des évolutions législatives ou réglementaires dans d'autres pays qui nous laissent à penser que peut-être on pourrait chercher comme ça à ouvrir des portes pour venir apporter des réponses dans notre propre modèle. Donc la prospective de ce secteur économique, il faut accepter de la poser simplement, sereinement, sans s'affoler, mais en ne refusant pas cette idée que des phénomènes concurrentiels offensifs pourraient changer la face de cette activité. Jean-Louis Borloo, votre regard sur justement l'évolution de ce secteur, des grands groupes privés comme ça qui pourraient venir. Votre micro. Vous avez la chance d'avoir Marianne Monchamp. Profitez-en. Ah bon, on profite de la papesse du secteur. Moi, je ne peux que poser quelques questions impertinentes de temps en temps, mais je crois beaucoup aux grosses machines, aux grosses mobilisations. Je crois beaucoup à cette idée des 500 000 élus. Mais tant pis, c'est ma petite marotte. J'y avais pas pensé il y a 5 minutes, je vous rassure. Mais non, on a vraiment la femme qui rêve et qui fait. Donc c'est plus intéressant que m'écouter moi. Ah non. Je vais poser des questions et votre réflexion est toujours intéressante aussi pour prendre du recul. Un mot de l'expérimentation du gouvernement sur les hôtels hospitaliers, des chambres donc tout près des hôtels qui sont non médicalisés. C'est très utile pour les patients qui viennent de loin, pour leur famille? Ça ressemble comme un petit frère à ce qu'on vient de se raconter. Parce que, enfin, on a tous, de près ou de loin, fait des passages à l'hôpital, pour soi ou pour ses proches. Et ça commence par l'environnement, ça se concrétise sur le plateau repas, le fameux plateau repas, et ça se termine par les soirées, les week-ends, les changements d'équipe, enfin, on sait ce que c'est. L'idée qu'effectivement, on disjoigne le soin, l'intervention purement soignante de tout ce qui va relever de l'hôtellerie et du confort, et du fait de rester, quoique malade, un citoyen à part entière, capable de faire des choix, et de se retrouver dans un environnement privatif, à partir duquel on en termine avec le soin pour entrer dans la vie qui continue, parce qu'éventuellement on peut être malade et continuer à travailler. Enfin, je veux dire, on a bien su télétravailler pendant la Covid. Non, ce que je veux dire, ou avoir des loisirs, ou s'occuper, ou être avec ses proches. On le sait bien, sur l'hospitalisation de l'enfant, pour son rétablissement, c'est quelque chose de décisif. Pour la personne âgée, ce serait sans doute, quand l'hospitalisation n'est pas évitable, une solution qui serait plus protectrice, plus attentive. Moi, ce qui me fascine là-dedans, si vous voulez, c'est là encore d'entendre la personne, d'entendre sa préférence, l'expression de la compréhension qu'elle a même du traitement
qu'elle vit et dans lequel elle doit s'inscrire de manière volontaire pour se rétablir au mieux. Et donc, moi, je trouve que c'est évidemment quelque chose d'extraordinairement important et qui nous permet de dessiner un peu le visage de la santé demain, à l'écoute de la personne experte d'elle-même et citoyenne. Alors, on va prendre quelques questions dans le public. Il y a la campagne présidentielle qui s'ouvre, Jean-Louis Borloo. C'est vrai que les services à la personne, non, je ne vais pas vous poser de questions sur qui vous allez voter, mais les services à la personne, c'est aux confluences de l'emploi, de l'insertion, de l'alternance. Qu'est-ce que vous attendriez comme mesure des candidats? Sur quoi il faudrait aller, à votre avis? Pas des mesures. Moi, je crois dans un pays... Vous savez, j'essaie de vous le dire autrement. Si je vous dis, est-ce que la France est un pays centralisé, vous allez me dire oui. C'est pas vrai. Voilà. La France est un pays émietté. Aucun pays d'Occident a autant d'univers financiers de quasi plein exercice. Les régions, les départements, les pays, les villes, les agglos, la CNAF, la CNAM, la CNAS, la machin, le 1% logement, enfin, je peux vous en citer, la data, la caisse des dépôts, enfin, partout. Le plan de relance, partout. Seule la Cour est centralisée. Voilà. La Cour est centralisée. La Cour. La Cour. La monarchie est centralisée. L'Élysée. Oui, la Cour. Quelle que soit la question, c'est pas qui c'est aujourd'hui. La Cour est centralisée. Les fermiers généraux tiennent la garde. Les ministres, c'est ça? Non, les fermiers généraux... J'essaie de traduire. Les fermiers généraux, c'était les fermiers généraux du roi. Oui, mais aujourd'hui? Eh bien, ça s'appelle Bercy. Oui, voilà. D'accord. Quand ils y sont passés, d'ailleurs, vous savez, ils disent Bercy beaucoup. Ma carrière est belle. Mais, on a un représentant de Bercy qui est là, je crois. Non, mais on a l'organisation de gens la mieux formée d'Europe, Bercy. 130 000 personnes, les mieux formées d'Europe. Sauf que, comme la Cour est centralisée et les pouvoirs sont émiettés, il y a juste un seul endroit qui tient la position à la garde. Ça s'appelle Bercy, c'est pas attaquer les individus. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ne vous y trompez pas. Le seul sujet important, c'est quelle est la personne de ceux qui vont être candidats, qui, prépare des équipes opérationnelles avant, pour pouvoir fédérer tous les acteurs avant ou tout de suite au début, pour embarquer sur un grand projet. Voilà. Rien ne se fait à moins de 7 acteurs. Alors, vous avez la Cour, avec les marquis de la Cour, les influents de la Cour, la presse de la Cour, que ce soit un peu hostile de temps en temps ou pas, ne change rien. On répète les éléments de langage de la Cour. Et on fait croire aux Français que la Cour est un endroit de décision opérationnelle qui embarque le pays. C'est juste pas vrai. Donc, je vous dis, le sujet de la campagne, c'est quelle est la personne qui va permettre en amont, je veux dire, les services à la personne. Prenons cet exemple. Entre le jour où cette dame formidable est venue dans mon bureau et je vous ai tous vus 50 fois, tous les patrons de département, mais il s'est passé, je sais pas, 9 mois, 10 mois d'un boulot, 20 heures par jour. Prenez un petit whisky le soir pour pouvoir repartir à la troisième mi-temps de la journée. Non mais c'est terriblement complexe de fédérer tous ces fiefs isolés. Et donc, moi, j'attends pas quelqu'un me dire on va faire ça. Une mesure. Aucun intérêt. Ni de me souvenir de ce qu'on faisait à l'époque et qu'on a abandonné. Parce que le monde a changé, ça n'a aucun intérêt. On regarde un problème tel qu'il est posé et comment, en amont, parce qu'une fois que vous êtes en situation, vous passez votre vie entre BFM, CNews, les ragots, la réunion de je sais pas quoi, le truc obligatoire, vous bossez 2 heures par semaine. Donc si vous n'êtes pas préparé à l'avance, être préparé, c'est avoir vu toutes les parties prenantes avant d'être pris dans le projecteur de la machine. Si vous n'avez pas ça, vous ne ferez rien. Parce que vous irez tout de suite raconter 3 conneries à la télé en annonçant des objectifs, des chiffres, je sais pas quoi. Avec moi, il y aura la lumière. Avant, il y avait la pénombre. Enfin, bon, ouais. Non, mais c'est ce que par cœur. Bon. Et donc, c'est notre pays, là, il a quelques trucs un peu sérieux.
à regarder. Pardon, on sort peut-être 10 secondes du sujet, mais je suis là, j'en profite, je suis candidat, rien. Profitons-en. Non, oui, c'est parfaitement constant. Mais je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je vois un délitement, je vois que sur les sujets essentiels et centraux, nous ne sommes pas en réflexion en profondeur. Le problème, pas de savoir si tu vas faire du nucléaire ou des renouvelables. La question, c'est quelle est notre stratégie énergétique. Si tu parles de nucléaire, lequel? Le PR, c'est une connerie. Alors, est-ce qu'on est capable de faire du petit? À quelle vitesse? Comment on fait l'efficacité? Je veux dire, les sujets du logement, on est à moins 40%, mes enfants. C'est pas parce que les deux, ils étaient mauvais. Là, Julien était très bien, Emmanuel Wagon aussi. Simplement, on a perdu le contact avec les puissances qui font. Quand tu décides, par exemple, de faire péter la taxe d'habitation, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence que l'élu qui avait un intérêt objectif, sauf les villes riches qui s'en battaient, mais les autres, quand tu étais maire, tu avais intérêt à construire parce que ça augmentait tes ressources fiscales. Je ne dis pas que la mesure n'est pas bonne. Je dis qu'elle n'est pas accompagnée. Enfin bref, il faut revoir dans l'école. On ne peut pas laisser les profs seuls dans un système où l'ensemble des ressources vives sont autour de l'école, et vous avez parfois dans l'école 40 langues différentes. Je veux dire, mes enfants, mais c'est pas possible. Les sujets de la France, ils me paraissent sérieux. Moi, quand j'entends que la sortie, elle coûte 1 milliard par jour, je sais que tout ça est faux. C'est faux pas parce que la personne ment, parce que le système de la Cour, qui a besoin d'apparaître puissant, une fois de plus, je ne parle pas du président en exercice. Je parle du système et du débat qui est devant nous. Il est obligé... Le système a appris à mentir. Une organisation qui commence l'année en sachant pertinemment qu'elle va avoir 70 francs de recettes et 103 francs de dépenses, qui le sait, et à qui l'ogre médiatique lui demande d'annoncer tous les jours des trucs nouveaux pour la nation, t'as appris à faire quoi que tu faisais. Tu fais même plus semblant de faire. C'est-à-dire qu'on est dans... Et une fois de plus, je ne fais pas une polémique avec ce gouvernement. C'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Bon. Mais on est arrivé au point ultime. Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin, qu'il va y avoir un décollage terrible entre la réalité vécue et ce qui a été annoncé et raconté dans à peu près tous les domaines. Je pense que ça ne va pas bien se terminer s'il n'y a pas une préparation. Donc l'exigence, c'est de demander à tous les candidats leur degré de préparation, leurs équipes. Quel est le niveau de préparation? Vous débarquez dans un ministère comme celui où tu étais, celui où j'étais. Enfin, mes enfants, à moins d'être des génies, et on ne l'était pas, non, mais il faut au moins un an et demi pour avoir une vraie opinion de modification du système. Parce qu'avant, il a été très bien conçu, puis les trucs ont changé, donc il n'est plus adapté. Les mecs qui l'ont monté à l'époque, ils n'étaient pas cons. Enfin, je veux dire, évidemment, tout a changé, et à essayer de comprendre pourquoi, derrière le rideau, ce qui a vraiment changé. Pourquoi ça a changé? Si on dit que les logements ont moins 40%, ah ouais, parce qu'il y avait des élections municipales cette année. Mon cul, c'était une blague. Il y a tout le temps des élections. Bon. Donc, on a des réponses faciles et il y a besoin de travail. Donc, je reviens à l'élection présidentielle. Moi, ce que je demande, et je ne sais pas quand je vais faire. Ça commence aujourd'hui, par exemple. Et ben voilà, ça commence ici, sur les rives de la Seine. C'est une exigence de préparation, de professionnalisme pour aller fédérer l'ensemble des parties prenantes de notre pays. Voilà. C'est ça ce que je crois essentiel. Donc, sur ce sujet-là, c'est exactement la même chose. Qui va piloter? Qui a un mandat dès maintenant d'aller voir les bâtiments? Ou au pire, un mois avant, mais qui ne ferme sa gueule pendant 9 mois avant d'avoir vu toutes les parties prenantes. On ne devrait pas pouvoir aller faire de la télé sans avoir vu les parties prenantes dans son secteur, par exemple. Ça serait une mesure de salubrité publique et médiatique que je crois majeure. Bon. Donc, voilà ce que... Bon, j'arrête. Bon, voilà, c'était le discours de la méthode.